Bonjour. Sollicitation de flambage. En fait, le flambement ou flambage, c'est une sollicitation composée, compression, flexion. C'est une sollicitation un peu particulière par rapport à ceux ou celles que nous avons vus dans le cadre des sollicitations composées, notamment le cas de l'attraction, compression, flexion, ou dans le cas de la flexion plane simple ou flexion pure, compression ou traction. Celle-ci est un peu particulière. Nous allons voir un peu comment on peut établir les conditions de résistance dans le cas du flambage. Alors, étude de flambage, théorème de l'air. Soit une poutre rectiligne, donc on va supposer une poutre qui est rectiligne, chargée d'une manière verticale, avec deux chargements qui vont être directement opposés pour avoir une sollicitation au départ de compression. Là, on montre un peu ce qui se passe dans le cas particulier de flambage. On s'aperçoit qu'il y a à la fois de la compression, mais aussi combiné à une flexion, comme vous le remarquez sur le schéma à droite. Alors, on va supposer une poutre d'abord articulée, et on va regarder ce qui se passe en termes de réponse de poutre et en termes de déformation. Alors, hypothèse de l'étude, on va supposer la poutre à une section constante, une ligne moyennement rigoureusement droite avant déformation. Les liaisons de la poutre avec le milieu extérieur sont des liaisons sphériques. Ça permet d'avoir des liaisons pivots, justement, donc sans adhérence autour de l'axe Z, puisque l'étude va se faire dans le plan XY. De ce fait, vous avez IGZ est inférieur à IGY pour avoir justement cette déformation dans le plan. Et les liaisons, comme je dis, sont des liaisons pivots sans adhérence, notamment en A et B. Les actions de liaison se réduisent respectivement en A et B à deux glissières, dont les résultants sont directement opposés. Deux torseurs glisseurs. Déformation de flambage charge critique de l'air. Alors, si on calcule par coupure le torseur de cohésion, donc au point G, en équilibrant par exemple la partie à droite, sachant qu'en A et B, vous avez deux torseurs glisseurs. En A, vous avez F porté par X, et en B, vous avez moins F porté par X. Donc, si on équilibre, si on prend la partie à droite de la section de coupure, vous avez R égale à moins Fx, et Mg égale à Gp vectoriel moins F, et on se rend compte facilement que vous avez de la compression, puisque N égale à moins F, mais vous avez aussi de la flexion qui égale à moins Fy porté par C. Donc le moment de flexion, dans ce cas, il n'est pas nul, vu qu'il y a une déformation portée par Y au point G. Alors, on peut revenir à l'équation de la déformée, sachant que MFZ égale à moins Fy. On rappelle que la déformée, c'est égal à UIGZ Y seconde, qui est égal à moins, ou plutôt qui est égal à MFZ. Donc, ce qui permet d'en déduire l'équation de la déformée de la sorte. Cette équation, c'est une équation différentielle de second ordre, linéaire en coefficient constant, sans second membre, dont la solution est réduite à y égale à a cosinus oméga x plus b sinus oméga x avec oméga carré égale à f sur uigz. Rappelons que f et uigz sont les coefficients de notre équation. Alors, on va essayer de regarder un peu cette solution via les conditions aux limites. Les constantes A et B peuvent se calculer en supposant, comme j'ai dit, les conditions aux limites. Pour x égale à 0, vous avez y égale à 0, ce qui entraîne A égale à 0. Et pour x égale à L, vous avez y égale à 0, ce qui permet de donner B sinus oméga L égale à 0. Alors, A étant nul, bien évidemment, donc B est différent de 0. Comme ça, certainement, vous avez une déformation. On ne peut pas avoir B et A égale à 0 et B égale à 0, sinon l'équation n'aura pas de signification. Donc, vous aurez B sinus oméga L égale à 0, ce qui entraîne que sinus oméga L, dans ce cas, égale à 0. Par conséquent, donc, vous avez oméga L égale à Kp.
Alors bien évidemment, quel que soit K. À la limite, lorsque K égale à 1, on va en déduire la valeur d'une charge limite qu'on appellera donc la charge critique de l'air, FC. Vous remarquez que la valeur de cette charge, elle est déduite de sa valeur minimale, FC, qui égale à P au carré EIGZ sur la longueur au carré. Et c'est une charge qui est très très intéressante, ce qui va permettre en tout cas de limiter les valeurs de charge, de se positionner par rapport à cette valeur de charge critique, dite charge critique de l'air. Alors, la valeur justement de cette charge critique de l'air permet de se positionner par rapport au type de chargement ou en tout cas de limiter la valeur de la charge pour éviter justement le cas de flambement. Si F est inférieur à FC, on va supposer que le calcul peut se faire en compression simple. Si F égale à FC, on est à la limite, c'est une position d'équilibre stable en élasticité. Si F est supérieur à FC, la flèche augmente jusqu'à rupture. Donc cette valeur de charge critique peut être utile justement pour limiter et se positionner par rapport à la valeur de la charge F. Alors on va prendre une deuxième configuration, mais cette fois-ci, cas d'une poutre dont les extrémités A et B sont parfaitement encastrées. Alors dès qu'il y a encastrement, il y a un moment d'encastrement. Alors, dans la modélisation et dans le schéma, vous remarquez qu'au point A et au point B, vous avez un moment d'encastrement qui n'est pas nul, et vous avez bien évidemment donc deux chargements, F et moins F, relativement en A et en B. Donc si on regarde un peu les valeurs des torseurs ou l'expression ou la forme du torseur en A et B, ce sont des torseurs dont le moment il est différent de 0. On n'est plus sur des torseurs glisseurs, mais des torseurs qui peuvent éventuellement être des torseurs avec un moment qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas nul, qui peuvent être des torseurs quelconques. À l'équilibre, on peut calculer MA et MB, on peut exprimer en tout cas MA et MB en fonction de mu, MA égale à MB, mais pour le moment, il est inconnu. Donc par rapport au premier cas, on remarque que le moment cette fois-ci, Mg, égale à moins Fy, mais plus le moment, donc à ce moment qui est a priori inconnu, qu'on retrouvera dans l'expression de moment de flexion MFZ. R égale à moins F, on est dans un état de compression puisque l'effort normal il est négatif. L'équation de la déformée peut être alors exprimée par la formule suivante, EIGZ dy seconde égale moins Fy plus une constante qui est le moment d'encastrement. On a exprimé de la forme pour faire apparaître un peu l'expression et les constantes relatives justement dans l'équation de la déformée. Alors c'est une équation différentielle de second ordre, linéaire en coefficient constante, avec cette fois-ci un second membre dans la solution générale et de la forme suivante. On exprime y' puisqu'on aura besoin de la dérivée de la déformée lorsqu'on va établir les conditions limites. Sachant que oméga carré, c'est toujours égal à F sur EIGZ, qui sont les coefficients, en tout cas en fonction des coefficients constants de notre équation différentielle. Alors si on exprime les conditions limites, notamment en point x égale à 0 et en x égale à L, puisqu'il s'agit d'un encastrement, vous avez une tangente horizontale en x égale à 0 et en x égale à L. Ça va être utile justement pour établir, relever ou retenir les coefficients, les constantes A et B.
Alors, vous avez les différentes expressions relatives justement aux conditions limites et les résultats retenus justement pour les constantes A et B. Alors si on retient les deux formes 0 égale à A sur mu sur F, au plus mu sur F, et la deuxième, on remarque que le cosinus de oméga L ne peut être que égal à 1. Cosinus oméga L égale à 1, ça veut dire tout simplement oméga L égale à 2kp, quelle que soit la valeur de K. Là encore, on rappelle qu'oméga carré égale à F sur EIGZ, on va prendre le cas limite pour établir la valeur de la charge critique de l'air, K égale à L, oméga L égale à 2pi, ce qui permet d'en déduire la valeur de la charge critique. Alors on remarque que la forme de la charge critique pour cette deuxième configuration où nous avons donc deux liaisons qui sont en encastrement ressemble un peu à la forme d'expression dans le cas où vous avez deux liaisons sphériques, articulaires, pivot, mais avec la longueur cette fois-ci égale à L sur 2 au carré par rapport au premier cas où nous avons pour la valeur de la charge critique de l'air, la longueur L locale. Alors généralement, la charge critique de l'air s'écrit alors de la sorte. Avec L, c'est ce que l'on appellera la longueur libre de flambage et qui dépendra justement du type de liaison de notre poutre. Dans le cas où nous avons une poutre articulée pivot de deux extrémités à la longueur libre égale à L, c'est ce que nous avons montré dans le premier exemple. Lorsque nous avons dans le cas encastré, L égale à L sur 2, ce que nous avons montré dans la deuxième configuration. Dans le cas où vous avez une poutre encastrée, une extrémité en liaison pivot, L égale à 0,7 fois L. Et dans le cas où vous avez les deux extrémités libres, L égale à 2 fois L. Calcul de résistance au flambage. Alors, bien évidemment, nous avons calculé la valeur de la charge critique FC. Cette valeur de charge critique va nous permettre d'établir les conditions de résistance, justement de se positionner par rapport à cette valeur de charge critique. Néanmoins, un coefficient de sécurité est à utiliser et à adopter justement pour qu'on puisse calculer la valeur de la charge limite en subdivisant la valeur de la charge critique par K. Ce coefficient de sécurité, souvent, c'est un coefficient qui est égal à 2 fois le coefficient S, qui est le coefficient SU de le cas de la compression simple, où S égale à sigma E sur sigma PC, la valeur de la contrainte pratique en compression, et on peut alors écrire la valeur de la charge limite F en fonction de FC et en fonction de la valeur des contraintes sigma PC et sigma E. Domaine d'emploi des flambages et lancements. Alors la question qui se pose bien évidemment, c'est quand la poutre doit être calculée simplement en compression et quand est-ce qu'elle va être calculée en flambage. Alors il est très intéressant aussi de regarder encore aussi les lancements qui est relative à la géométrie et aux matériaux. En effet, une poutre courte doit être calculée en compression, une poutre dite longue ou élancée doit être calculée en flambage. On définit alors ce qu'on appelle l'élancement d'une poutre, qui est égal à L sur ρ, avec L étant la longueur libre de flambage, qui dépend bien évidemment du type de liaison, et ρ, c'est le rayon de gyration de la section, qui est égal à la racine carrée du moment quadratique de la section par rapport à GZ sur la section S. On va remarquer que ça dépend de la géométrie, de la longueur et justement le rapport des différents paramètres et dimensions de la section transversale. Cette valeur de lambda doit être comparée à la valeur de lambda C, ce qu'on appelle l'élancement critique. Cet élancement critique dépend des caractéristiques, des propriétés en tout cas du matériau, qui est le module du Young E et la limite élastique sigma E, ce qu'on appelle l'élancement critique à partir duquel la poutre devra être calculée au flambage. Alors on donne
quelques valeurs moyennes générales qui sont adoptées pour soit l'acier, soit la fonte, par exemple, soit les poteaux en bois. Hein. L'andacé, par exemple, dans le cas des aciers, c'est à peu près 100. Pour les poteaux en fonte, c'est 60. Pour les poteaux en bois, c'est 70. Bien évidemment, c'est un paramètre sans unité qui permet de se positionner, de positionner lambda par rapport à cette valeur de l'andacé qui va permettre de se prononcer par rapport à l'étude qu'on devrait faire dans le cadre de calcul des poutres qui sont comprimées. Alors justement, l'élancement lambda, dans le cas, alors généralement, on peut situer 3 types de poutres, les poutres courtes, poutres moyennes et les poutres élancées. Et on peut utiliser 3 types de formulation. La première, si lambda est inférieur à 20, c'est des poutres qui sont courtes. Lorsque lambda est entre 20 et 100, là on est dans le cas bien évidemment de l'acier, c'est ce qu'on appelle des poutres moyennes. Et lorsque lambda dépasse 100, lambda c'est relative au cas de l'acier, on utilise la formule de l'air. Alors bien évidemment, celle de Rankine, et s'inscrit entre les poutres courtes et les poutres élancées. On a remarqué que d'une manière expérimentale, qu'il y a moyen d'établir une autre formule pour ne pas perdre en termes de surdimensionnement, pour rester dans l'optimisation. On peut utiliser la formule de Rankine qui permet aussi de calculer la valeur de la charge admissible sans autant utiliser directement le cas de la configuration compression. Comme ça, donc on reste un peu dans l'optimisation. Donc, pour les valeurs de lambda qui sont inférieures à 20, on est sur des poutres qui sont courtes, moyen entre 20 et l'andacé. Dans le cas, là j'ai mis le cas de l'acier, 100. Et lorsqu'on est supérieur à l'andacé, c'est des poutres qui sont élancées. Là, il faut utiliser la formule de l'air qui suppose bien évidemment sigma PC fois S, mais divisé par 2 lambda sur l'andacé au cas. Alors, dès lors, nous avons tous les outils de calcul. Dans une méthodologie de calcul, donc on regarde d'abord lambda et on la compare à l'andacé, et ce qui permet de se prononcer par rapport à l'étude qu'on devrait mener pour le calcul de la charge admissible. Après, bien évidemment, donc il faut aussi comparer la valeur de la charge par rapport à la valeur de la charge FC, sans autant oublier le coefficient de sécurité. Alors, il y a une deuxième méthode du tel qui est supposée, il suppose de la superposition, comme ce que nous avons vu dans le cas de la compression-flexion, qui fait appel à la contrainte normale N sur S et la contrainte normale due à la flexion MFZ sur IGZ fois ρ. Ce qu'on appelle la méthode du tel, qui suppose la composition. Alors cette formulation est vérifiée d'une manière acceptable par l'expérience et du tel a proposé une formulation de calcul, une condition qui permet d'établir, de calculer la contrainte, dite contrainte d'affaissement ou de contrainte de ruine, qui est sigma inférieur égal à 1 demi sigma t moins la racine carrée de sigma t au carré sur 4 moins sigma e fois sigma c. Avec sigma c, c'est la contrainte critique de l'air, Fc sur S, et sigma e, c'est la limite élastique du matériau. Alors bien évidemment, cette formulation, elle est vérifiée d'une manière acceptable expérimentalement, mais néanmoins, dans l'élaboration de cette formule, le coefficient de sécurité n'était pas pris en considération. Donc il faut faire attention quand on calcule sigma, il faut faire appel justement au coefficient de sécurité pour que vous puissiez donc établir des lois et des conditions qui sont acceptables. Cette formule
de tail est vrai quels que soient les lancements de la poste. Donc là, on n'est même pas obligé d'aller chercher les lancements. Hein, notant cependant que la relation ne fait intervenir aucun coefficient de sécurité, donc il faut être prudent dans l'utilisation de cette formulation et chercher justement lorsque vous calculez votre valeur de charge admissible, hein, de tenir compte d'un coefficient acceptable de sécurité pour que vous puissiez faire un conditionnement correct dans le respect de l'optimisation, hein, loin de surdimensionnement. Voilà donc mon cours il prend fin. Après, donc, on verra ensemble quelques applications relatives justement à ce cas de configuration flambant qui est très, très fréquent dans les structures qui sont chargées, hein, par une descente de poids, par exemple dans le cas des poteaux. Voilà, merci.